d'entrer ce soir avec trois invités, enfin deux invités et notre chroniqueur qui parlera en fait d'un petit jeu. Tout est déjà sur la table. Le premier invité ce soir, Alain Subrebost, bonjour ou bonsoir. Et puis ensuite, nous parlerons du rosé de Verneuil. Le rosé de Verneuil n'est pas forcément incompatible avec votre pratique, Alain. C'est tout à fait soluble. Voilà, tout à fait soluble. Nous sommes là aussi pour parler d'un événement qui va avoir lieu le 10 novembre. C'est le premier salon du livre maçonnique de Limoges. De Limoges. Tout à fait. Et nous avons choisi d'inviter un écrivain. Vous faites autre chose aussi, vous êtes musicien, etc. Mais on peut peut-être voir déjà les couvertures des livres en fait, que vous avez écrits. Petit manuel d'éveil et de pratique maçonnique. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qui vous a pris d'écrire ce type d'ouvrage? Le premier jet, ça a été d'abord de transmettre quelque chose. Quand on pratique depuis un certain temps la franc-maçonnerie, parce que c'est quelque chose qui se pratique, on acquiert certains réflexes, certaines compréhensions, une certaine relativité des phénomènes, des choses, des objets. Ce qui fait qu'on a envie tout simplement de transmettre une méthode de libération de soi. Je vous entends parler comme si c'était tout à fait naturel. C'est peut-être quand même pas le cas, parce que la franc-maçonnerie, en fait, on dit chut, faut en parler tout doucement, puis il faut peut-être pas le dire même, et puis on sait même pas si ça existe. Et puis il y a des scandales, la loge P2 en Italie, de toute façon c'est des réseaux, ils ont tout le pouvoir. Ça c'est presque. Bon, enfin voilà. Quoi. Toute la théorie du Da Vinci Code, enfin, on est en plein dedans. Oui. Bon, alors ça a été secret parce que finalement depuis très très longtemps, les francs-maçons ont été un petit peu des victimes. Donc, dès qu'on rentre en franc-maçonnerie, il y a le poids à la fois de la Shoah aussi, puisque les francs-maçons partaient dans les camps, et un poids aussi des persécutions d'antan avec les diverses églises de toute obédience possible. Donc, effectivement, il y a une forme de réserve à dire que l'on est franc-maçon. Mais moi, j'en vois aucune, puisqu'en fait, c'est juste un ensemble d'outils de libération, de connaissance de soi, d'ouverture à l'autre, à la différence, ce genre de choses. Alors, il y a évidemment une origine à tout ça. Rapidement, c'est quoi? Ce sont les maçons? Enfin, ce sont complètement. Du travail, enfin, d'un apprentissage qui se transmettait. Alors, il y a comme dans tout, il y a des origines qui sont mythiques, mythologiques. Il y a et puis des choses beaucoup plus concrètes. Mythologiquement, on va dire que tout prend naissance à partir du temple de Salomon, 4000 ans avant Jésus-Christ, et d'un constructeur qui serait venu d'Égypte, qui s'appelle Hiram ou Horemheb, et qui aurait transmis une méthode à la fois de construction et d'apprentissage de l'élévation des comment on appelle ça, des temples, des bâtisses sacrées. Et ensuite, ça se serait transmis petit à petit avec les guerres, les mélanges, etc., de population jusqu'à nous, jusqu'à la guilde des bâtisseurs qui était à l'époque sous le contrôle de l'Église. Et il est probable que, à l'époque, au Moyen-Âge, il y avait une espèce d'effervescence de construction de cathédrales à droite, à gauche. On en voit des magnifiques exemples un peu partout. Et donc, les bâtisseurs devaient passer d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. Et pour passer d'une région à l'autre, à l'époque, il fallait payer un impôt, une servitude, servus, l'esclave. Et donc, pour payer, pour faire en sorte de faciliter finalement le trajet de ces gens-là, on les a affranchis de payer cet impôt-là. Donc, ce qui fait que les maçons sont devenus libres de ceci. Et petit à petit, on peut penser que ça vient de là, donc franc, maçon, les maçons libres de voyager et de circuler. Ensuite, à peu près au XVIIe, les bourgeois ont commencé à s'intéresser à cette pratique, à la pratique symbolique, mais d'une manière beaucoup plus intellectuelle. On ne va pas se salir les mains quand on a beaucoup d'argent, et puis parce qu'on ne travaille pas la matière. Et donc, ça a donné... avec moult rebondissements, la franc-maçonnerie que l'on peut connaître, on va dire. Vous êtes venu avec des outils, là. Ah, tout à fait. Alors, voilà, les outils traditionnels, ceux qui sont sur un certain nombre de sculptures, de documents, d'images. Ouais. Alors, ça sert à quoi, tout ça? On a vu la pierre, voilà, de passer de la pierre brute à la pierre taillée, bien taillée. Et le reste, alors, c'est en fait, symbolique, tout ça. C'est symbolique, mais en fait, ce sont des choses que l'on retrouve dans tous les garages.
Oui. Parce que quand on veut construire une maison, quand on veut faire rien qu'une table comme ça, on a besoin d'une équerre, etc. Alors évidemment, après, on va pouvoir travailler le sens, on va développer l'analogie. Oui. L'analogie avec quelque chose d'intérieur, voire d'extérieur. Mais par exemple, si on prend une équerre, donc, ça sert à écarrer, c'est-à-dire rendre carré. Mais le carré, c'est quelque chose donc qui est stable, qui ne peut pas bouger. Donc, naturellement, on va par analogie le rapprocher de la matière. Oui. Voilà. Et maintenant, on va prendre par exemple un compas. Donc, évidemment, le compas, ça sert à faire des cercles. Et par rapport au carré, un cercle comme un cycle, ça permet de bouger. Donc, on va le lier plus à quelque chose de volatile, donc quelque chose lié à l'émotion ou à l'intuition, ce genre de choses. Donc, quand symboliquement on lie le compas à l'équerre, on peut dire qu'on on essaie de lier la matière à l'esprit. Donc ici, par exemple, si on a un compas qui est au-dessus de l'équerre, ça veut dire que l'esprit domine la matière. Évidemment, symboliquement, si c'est inversé, on a la matière qui domine l'esprit. Pour parvenir à une forme d'équilibre de vie où le corps, l'esprit soient complètement équilibrés pour pouvoir vivre une vie la plus cohérente possible, on va dire. Ouais. Entrer en franc-maçonnerie, alors, c'est aller à la rencontre de soi et de ses propres blocages, finalement, et d'essayer de grandir, d'évoluer. C'est ça, c'est simplement ça. Grandir. C'est ça, c'est grandir, évoluer, aller vers, j'allais dire, la plus belle version de qui l'on est. À la fois en travaillant avec des outils, ou comme on l'a vu dans le reportage, avec des symboles comme le soleil, la lune, et en utilisant des instruments pour essayer de comprendre quels sont nos ressorts intérieurs, nos ressorts psychologiques, et les transmuter, comme ferait un alchimiste avec la matière première, les transmuter à quelque chose de plus efficace, plus efficient, de plus beau, à la fois sur un plan personnel et évidemment sur un plan social, sociétal. Mais simplement en se servant d'outils comme ça et d'une manière très symbolique, voilà, on va arriver à progresser, à devenir meilleur. Petit à petit, ça se fait petit à petit, parce qu'en fait, les symboles résonnent par RAI. Sur des ressorts intérieurs. Voilà. Alors. On joue sur des ressorts intérieurs, sur une transformation intérieure, comme on ferait même dans une psychothérapie, à la rigueur, de façon à se connaître. En maçonnerie, il y a à la fois une dimension d'archéologie de soi et une dimension de construction de soi. À la mesure, à l'image finalement des bâtisseurs de cathédrales, le franc-maçon va construire ce qu'on appelle son temple intérieur, se construire soi. Mais alors, j'en reviens à la question du début. Pourquoi ça reste caché? Ça ne l'est plus maintenant, puisque ça s'ouvre. On est dans une période, en fait, qui veut ça, peut-être. Pourquoi ça reste caché? Parce qu'il y a beaucoup de préjugés. Parce qu'on ne vous dira pas spontanément, comme ça, dans la rue, ou quand vous rencontrez quelqu'un, on dit il y a des manières secrètes de se serrer la main, etc., pour se reconnaître. Oui, il y a tout ce genre de choses. Voilà. C'est un peu en dehors de ce monde-là, quand même, aujourd'hui, où effectivement, tout est partout, on voit la guerre et tout le reste sur tous les écrans. Alors, il y a plusieurs, je pense, dimensions. Il y a comme on l'avait dit tout à l'heure, il y a cette dimension de peur qui est liée au passé, de persécution, un petit peu des francs-maçons. Et puis, il y a aussi le fait que le ressort même de la pratique maçonnique est lié à ce qu'on appelle une initiation, est quelque chose de très intime, très secret, que personne ne peut vraiment partager avec autrui. Donc, il y a cette forme de discrétion qui est liée à l'intime de l'être. Tout simplement. Donc moi, ça veut dire que votre position, là, aujourd'hui, ici, dans ce studio, risque d'être critiquée ou d'être mal perçue? Je ne sais pas, on verra bien. J'en sais rien. En tout cas, je pense qu'on est dans une époque où je pense qu'il y a, sans dévoiler évidemment la majorité des choses, mais il y a des outils qui peuvent être intéressants d'utiliser. Voilà, ces deux symboles liés ensemble qui font trembler les mondes depuis, et puis qui permet à de nombreux magazines de vivre pendant l'été, sont en fait des choses extrêmement simples et très pratiques, très concrets, que tout le monde peut utiliser. Tout le monde peut savoir qu'à un moment donné, on parlait de la Lune tout à l'heure, qu'est-ce qui résonne en moi quand je vois une Lune, quand je vais utiliser mon intuition, etc.
C'est en fait ce que vous avez voulu traduire à travers les deux ouvrages que vous avez écrits. Auparavant, vous en aviez déjà écrit un, qui était une rencontre en fait avec Pierre Richard. Tout à fait. Et qui lit le Prophète, ce superbe texte de Khalil Gibran. Ah, magnifique. Oui, c'était une rencontre tout à fait étonnante, puisque j'avais passé pas mal de temps dans un monastère au Japon, un monastère zen. Donc j'avais à peu près la même coupe que vous, du reste. Et, ça a bien changé. Oui, oui, tout est impermanent. Hein. Oui, tout à fait. Et donc en fait, des amis à moi m'ont dit: est-ce que tu as envie d'aller voir un des derniers trappeurs dans le Grand Nord? Et j'ai dit: il me restait un petit peu d'argent, donc je suis parti dans le Grand Nord. Et arrivé à Montréal, j'ai fait sa rencontre. Et je lui ai passé ce texte admirable de Khalil Gibran, qui raconte l'histoire d'un vieux sage qui est dans son île et qui décide de revenir à son pays originel. Et arrivé auprès du port, tous les gens du village viennent le voir en lui disant: mais alors, parle-nous de la foi, parle-nous de la prière, parle-nous des habits, des vêtements, de la maison de la justice. Ouais. Et Pierre Richard a adhéré à ce texte, il le connaissait? Non, il ne les connaissait pas, mais je crois que son humanisme naturel a tout de suite accroché avec... Il s'y est intéressé. Bien sûr, bien sûr. C'est un texte qui est pas... Voilà, on ne peut pas rester de marbre face à un mur. Pour en revenir donc aux deux ouvrages qui ont suivi, donc c'est qui sont en fait des outils pratiques, voilà, où il n'y a pas de grand discours sur le pourquoi, le comment, on ne se prend pas la tête sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait, que fais-je, où vais-je, où gère, il faut toujours... etc. Je crois qu'il faut toujours à un moment donné se poser des questions, parce qu'autrement on n'arrive pas à essayer de trouver des réponses. Donc il y a toujours des questions de base, mais ensuite savoir comment se les rapporter à soi, à ses dynamiques intérieures, à ses problématiques personnelles. C'est ça qui est intéressant. Comment faire en sorte avec un objet, c'est ça le sens du symbole. Parce que le symbole, on n'en parle pas parce qu'en fait, la franc-maçonnerie, tout marche avec le symbole. Alors le symbole, il faut dire que ça vient de la vieille Grèce, symbolone, où en fait on brisait des tessons de poterie. Et donc on en donnait une partie à une famille, et des générations après, si une famille avait besoin d'aide, de support dans le cas d'un conflit, il se rappelait que le grand-père avait un symbolum qu'il avait donné à l'autre famille. Et donc ils se retrouvaient, et les deux parties s'encastraient. Un petit peu comme les billets de $1 dans les films noirs et blancs des années 50, où deux gangsters se retrouvaient parce qu'il... Une manière de se reconnaître. Voilà. De se reconnecter. Tout à fait. Je devrais pas mieux. Donc le symbole, c'est ça. C'est que tout d'un coup, on a une connexion qui s'établit de quelque chose qui n'est pas forcément connu et de quelque chose qui est à l'intérieur. Et la réunion des deux fait sens. Donc on vous retrouve le samedi 10 novembre.